Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, chers participants. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à ce webinaire consacré à une question essentielle pour l'avenir du continent africain. Pourquoi l'Afrique peine-t-elle à s'industrialiser? Aujourd'hui, on va discuter sur les problèmes de l'industrie africaine. Merci à chacune et à chacun d'entre vous d'avoir pris le temps de vous connecter. Votre présence montre à quel point ces questions économiques et industrielles suscitent un intérêt réel, notamment dans un contexte où l'Afrique fait face à de profondes mutations. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de présenter la structure qui accompagne cette initiative. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre des activités du laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique Diaspora, le LASPAD, qui est un espace de réflexion et de recherche qui s'intéresse aux grandes transformations sociales, économiques, politiques et numériques en Afrique et au sein des diasporas. Son objectif est clair: produire une analyse utile, connectée aux réalités du terrain et contribuer au débat stratégique sur le développement du continent. C'est donc tout naturellement que le LASPAD soutient cette rencontre, car parler d'industrialisation aujourd'hui, c'est parler d'emploi, de souveraineté économique et de transformation locale et surtout d'avenir pour la jeunesse africaine. Permettez-moi de me présenter. Je réponds au nom de Mohamed Bouk, étudiant en master en sciences des données et spécialisé en ingénierie de données et intelligence artificielle. Je suis actuellement assistant de recherche sur l'axe politique, technologique et souveraineté, PTS, domaine industriel du LASPAD. Alors, on va maintenant parler du thème. Comme vous le savez, depuis plusieurs décennies, l'industrialisation est présentée comme la clé du développement économique. Pourtant, une réalité demeure. L'Afrique reste toujours l'un des continents les moins industrialisés au monde. Aujourd'hui encore, nos économies reposent essentiellement sur l'exportation de matières premières. La transformation locale demeure donc insuffisante et les chaînes de valeur industrielle restent peu structurées et vulnérables. Cette réalité nous amène donc à interroger et à poser plusieurs questions essentielles. Pourquoi l'Afrique rencontre-t-elle toujours autant de difficultés à s'industrialiser? Est-ce qu'il s'agit d'un manque de politique publique adaptée ou bien est-ce qu'il s'agit d'un problème de financement? Donc, ces questions aussi, on peut y ajouter, est-ce qu'il s'agit d'un manque de formation des ressources humaines ou bien un manque de maîtrise des technologies? Ce sont précisément ces interrogations que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Et pour nous accompagner dans cette réflexion, nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir un invité dont le parcours et l'expertise apportent un éclairage particulièrement pertinent sur le thème. Il s'agit de notre cher Dr Souleymane Keita, qui est un docteur en sciences économiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le docteur Keita est un enseignant-chercheur avec une solide expérience aussi bien dans la recherche scientifique, dans l'enseignement universitaire et le conseil auprès des gouvernements et des institutions. Ces domaines d'expertise couvrent notamment la modélisation macroéconomique et microéconomique, l'élaboration et la rédaction de projets de recherche, ainsi que la mobilisation de financement à travers des appels à projets nationaux et internationaux. Il a également travaillé comme consultant international, notamment avec le cabinet Stribman Group Kenyan, dans le cadre d'études sur la qualité des services dans les stations d'essence réalisées au Sénégal, en Guinée, au Bénin et en Mauritanie. Par ailleurs, il a collaboré avec l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, pour la réalisation d'une étude économique portant sur les politiques de lutte contre la tuberculose et le VIH-Sida dans le cadre du projet ANRS 12155. Aujourd'hui, le Dr Keita est un enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est spécialisé en économie industrielle et économie publique. Il est membre du LARED, du CREA et de la FASEC. Ses travaux portent plus largement sur les questions liées à l'économie et au développement industriel en Afrique, ce qui fait de lui un intervenant particulièrement indiqué pour nous aider à mieux comprendre les enjeux de l'industrialisation du continent. À travers ses recherches et ses analyses et son expérience, il s'est particulièrement intéressé aux dynamiques de transformation économique, aux politiques industrielles et aux perspectives du développement du continent. Il va donc partager avec nous sa lecture de la situation actuelle, mais aussi, et c'est très important, les opportunités concrètes qui s'offrent à l'Afrique en matière d'industrialisation. Sans plus attendre, donc, je vous invite à suivre attentivement son intervention. À la fin de sa présentation, nous prenons un temps pour les échanges, les questions et les contributions des participants. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent webinaire riche en idées, en débats et en apprentissage. Donc, professeur Souleymane Keita, bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Mboup. Je vous passe la parole pour que vous puissiez dérouler. D'abord, merci de toute façon de l'opportunité que vous m'offrez aujourd'hui, justement de partager avec vous cette expérience que nous avons. Et je rappelle que le jour que vous m'avez demandé d'animer ce séminaire pour le compte de votre laboratoire sur les politiques industrielles, en tout cas en Afrique, c'était avec un plaisir. Ouais. Parce que cette thématique-là, justement, c'est une thématique sur laquelle nous avons travaillé depuis plus d'une vingtaine d'années. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui retient aussi l'attention des décideurs et des politiques. Pourquoi vous l'avez dit tout à l'heure dans votre exposé préliminaire, nous avons aujourd'hui nos économies qui sont jonglées effectivement par le niveau de pauvreté extrême. Pourquoi? Il y a des questions qu'on se pose. Ouais. On a des matières premières, ceux qui en sont dépourvus viennent chez nous, importent une bonne partie de nos matières premières, les transforment chez eux. Et en produit fini ou en produit semi-fini, créent ce qu'on appelle de la valeur ajoutée. Et ces valeurs ajoutées maintenant génèrent ce qu'on appelle du revenu. Et ces revenus permettent ces jeux de lutter contre la pauvreté. Pendant ce temps, nous partageons, n'est-ce pas, dans la pauvreté. Pourquoi cela? Ouais. Depuis plus de cinquantaine d'années. Justement, cette réflexion nous permettra de comprendre aujourd'hui les enjeux réels, effectivement, qui s'opposent, effectivement, à cette problématique de développement économique de nos continents. Et comme je vous ai dit, je vais essayer d'apporter quelques pistes de solutions qui nous permettra de voir effectivement dans l'ensemble qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui a été fait. Donc, ce qui fait que donc, dans le plan de ma présentation, ici, nous allons procéder à partir de 5 points fondamentalement qui nous permettra d'abord, parce que je suis en face d'un public, il est important, n'est-ce pas, de faire des éclairages conceptuels, n'est-ce pas, sous d'abord des notions qui sont fondamentales, comme le concept d'industrie. Il est important, n'est-ce pas, que l'on comprenne effectivement globalement ce qui est derrière ces concepts-là, que l'on comprenne également le concept de processus d'industrialisation aujourd'hui qui est amorcé. Mais là également, il est important de comprendre également ce qu'on appelle le concept de désindustrialisation. Parce que qui parle d'industrialisation parle également de ce qu'on appelle de désindustrialisation. Peut-être qu'il ne nous concerne pas aujourd'hui. Il y a aussi le concept de réindustrialisation de l'économie, n'est-ce pas? Ces concepts-là sont importants, n'est-ce pas, à comprendre parce que ça permet, n'est-ce pas, de poser les jalons, n'est-ce pas, de débat. Maintenant, ensuite, dans un deuxième temps, nous allons partir du constat global du processus d'industrialisation maintenant du continent africain. De 1960 à nos jours, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui, n'est-ce pas, sur le continent africain? Mais aujourd'hui, au-delà de ça, nous allons essayer maintenant d'exposer le potentiel dont dispose l'Afrique pour répondre aujourd'hui aux défis de l'industrialisation. Aujourd'hui, quel est le potentiel de l'Afrique? J'ai parlé en introduction tout à l'heure où je vais essayer d'exposer quelques potentiels et partout, n'est-ce pas, du continent africain. Et je vais vous parler, n'est-ce pas, aujourd'hui de l'industrialisation comme pivot des politiques industrielles en prenant pour référence effectivement l'économie du Sénégal, mais essayer, n'est-ce pas, de faire un focus sur un certain nombre de points qui ont été développés. Et enfin, nous essaierons de montrer sur quelle piste et sur quel schéma, justement, le processus d'industrialisation, n'est-ce pas, du continent est-il possible. Voilà. Sur ce, il est important, n'est-ce pas, de passer par rapport à ces différents points pour voir effectivement ce qui se passe, n'est-ce pas, sur le continent africain. Donc, voilà un peu le plan de développement, n'est-ce pas, que nous allons amorcer et qui nous permettra aujourd'hui, dans l'analyse globale, de comprendre un certain nombre de choses et de voir ensemble, n'est-ce pas, à partir de là, qu'est-ce que vous pouvez retenir pour comprendre maintenant pourquoi, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, le processus d'industrialisation, n'est-ce pas, du continent continue, n'est-ce pas, à se poser avec acuité. Mais avant de commencer effectivement l'exposé, il est important, n'est-ce pas, de partir, n'est-ce pas, d'un fait générateur. Ce que j'appelle aujourd'hui ici quelques points de réflexion qui ont été apportés par des économistes et des non-économistes qui constituent effectivement un élément important. Donc, il est important, n'est-ce pas, excusez-moi, de vous ramener effectivement à méditer, n'est-ce pas, sur un certain nombre de points qui vous permettront, n'est-ce pas, de comprendre un certain nombre de choses. C'est-à-dire que je vous place effectivement des réflexions qui ont été menées par des économistes et des non-économistes. Je prends par exemple la conception de Samir Hamid, qui est un révélateur de certain nombre de choses. Parce que pourquoi? Samir Hamid, dans ses écrits, il disait quoi?
que après avoir conquis les indépendances par les économies africaines, et que donc les pays africains ne sont pas engagés suffisamment dans le processus d'industrialisation. Mais au contraire, ils se sont laissés dire que le processus d'industrialisation dont on parle ne nous concerne pas nous, ça concerne les autres. Et il dit que c'est cela, on disait de cela de la Chine il y a plus de 40 ans. Voici aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, le processus d'industrialisation de la Chine. On disait de cela il y a 40 ans de Corée du Sud. Voici aujourd'hui précisément où la Corée du Sud aujourd'hui se situe. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'industrialisation, depuis les indépendances, on disait que ce n'était pas une question qui était destinée aux questions africaines, ou bien c'était une question, n'est-ce pas, qui était rédigée, n'est-ce pas, au second plan. Donc, voilà maintenant le retard. C'est-à-dire, rien que sur la pensée de développement, qu'on a accusé, on n'a pas mis en place des mesures, des politiques de prospective nous permettant, n'est-ce pas, d'entrer de façon considérable, effectivement, dans le processus d'industrialisation. L'autre aspect, c'est quoi? C'est une phrase célèbre, n'est-ce pas, de Nelson Mandela, qui disait aujourd'hui qu'une vision qui ne s'accompagne pas d'action n'est qu'un rêve. Et une action qui ne se déroule pas sans une vision, c'est du temps perdu. Une vision d'action peut changer le monde. C'est extrêmement important aussi. C'est une façon aujourd'hui de pousser effectivement nos autorités à aller vers ce qu'on appelle beaucoup plus d'action, beaucoup plus de rigueur. Mais je terminerai effectivement par une autre phrase de Jacques Chirac qui disait qu'on ne dissocie pas un pays de la puissance industrielle, pas de grands pays sans industrie puissante. Donc, par conséquent, la puissance industrielle d'un pays, la puissance d'un pays dépend grandement, n'est-ce pas, de la puissance industrielle, du processus industriel, n'est-ce pas, de ces pays. Je vous ai dit donc, c'était un peu pour camper le débat et pour vous amener effectivement à comprendre, donc, aujourd'hui, que la question d'industrialisation s'est posée avec acuité et que donc, par conséquent, la résolution de ce problème demande effectivement une prise en charge, n'est-ce pas, complète, n'est-ce pas, de beaucoup de préoccupations, surtout de nos gouvernants, mais également, n'est-ce pas, une vision à long terme et que cette vision doit être accompagnée, n'est-ce pas, d'un plan de développement économique et social. Ces réflexions que je vous ai portées, c'était un peu pour vous amener effectivement à ce niveau-là. Maintenant, nous allons voir maintenant un peu ce qui est là. Donc, le premier point, n'est-ce pas, de notre présentation, portera, n'est-ce pas, sur les définitions conceptuelles. C'est-à-dire que, donc, sur la base, n'est-ce pas, de certain nombre de choses. C'est-à-dire du processus d'industrie, de l'industrie, de la désindustrialisation et de l'économie industrielle, qui permettra, n'est-ce pas, d'abord de camper le débat et de porter effectivement la réflexion sur un certain nombre de choses. Mais il faut rappeler effectivement que la première définition émane de Colin Clark, qui répartissait effectivement toutes les activités de production en 3 secteurs. Le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Donc, il définit en fait l'industrie d'un secteur secondaire comme la transformation, c'est-à-dire que la transformation continue justement à grande échelle des matières premières en produits transformables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il pense que l'industrie, c'est quoi? C'est la transformation, n'est-ce pas, des produits, les matières premières en produits finis ou en produits semi-finis. Globalement, c'est ce qu'il dit. Donc, l'industrialisation est alors vue, considérée comme l'augmentation des dimensions du secteur industriel, donc l'augmentation des dimensions du secteur industriel. Donc, bien que cette définition soit trop controversée, notamment par certains auteurs comme Vandermoon, il reste que la définition de Colin Clark est adoptée par les services de la comptabilité nationale, mais aussi par les statistiques et les officines, n'est-ce pas, de l'ONU. Lorsqu'on veut déterminer effectivement le processus d'industrialisation d'une économie, on se sert en grande partie, n'est-ce pas, sur la définition originale, n'est-ce pas, de Colin Clark. Maintenant, il faut aussi voir que d'autres définitions ont été apportées. Je pense aujourd'hui à la définition de François Pérou, qui définit l'industrialisation comme étant la structuration de tout un ensemble économique par l'emploi des services de machines, n'est-ce pas, dans les dessins et avec effet de l'augmentation cumulative, n'est-ce pas, et un coût croissant et un effort individuel. Le pouvoir qu'a un groupe individu d'obtenir des objets qui lui sont bénéfiques. Aussi, vous allez voir Waltman Rostow, qui a parlé un peu en économie, si vous le savez, ce qu'on appelle les phases de développement économique, va dans le même sens quand il note que l'industrialisation est l'application systématique, par exemple généralisée et progressive de la science, de la technologie à la production des biens et services. Donc, voici aussi l'autre définition qui a été apportée effectivement par Rostow. Donc, cette définition-là vous permet, n'est-ce pas, de comprendre que le processus d'industrialisation est un processus de long terme. Donc, la finalité, c'est quoi? C'est la transformation des matières premières en produits finis ou en produits semi-finis. Vous avez du bois, vous le transformez en papier, ça s'appelle de l'industrialisation. Donc, voilà globalement quelle est la vision qui a été retenue effectivement par rapport à ça. L'industrie, donc, peut toucher tous les secteurs. Donc, ça veut dire que l'industrie peut porter
sur le secteur primaire, tout comme le secteur secondaire. C'est-à-dire que la première définition qui avait dit l'agriculture est là, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Donc, passant que donc l'industrie ne concerne par rapport à la première définition qu'un seul secteur, non. De cette définition-là, nous avons compris que donc l'industrialisation peut toucher le secteur agricole, peut toucher le secteur tertiaire. Donc, moi, le secteur secondaire, c'est tout. Donc, c'est une formation de l'industrie qui devient décisive donc, pour le progrès technique et social. Maintenant, je vous ai parlé maintenant donc, dans la définition de ce qu'on appelle maintenant la désindustrialisation. Donc, la désindustrialisation, maintenant, nous ne sommes pas victimes de ça, c'est communément accepté comme la disparition progressive de certaines branches ou séries d'activités industrielles d'un pays ou d'une région. Je reviendrai globalement, n'est-ce pas, sur l'origine de cela. Aujourd'hui, quand vous regardez dans le processus, n'est-ce pas, de délocalisation industrielle, je vous apprends peut-être pas grand-chose. Si vous regardez aujourd'hui le téléphone que nous tous nous utilisons, que ce soit iPhone, que ce soit les plus grandes marques, iPhone, c'est une marque américaine. Mais la plus grande production d'iPhone se trouve en Chine. Pourquoi? C'est à partir de ce qu'on appelle un processus de délocalisation. Vous savez, quand vous êtes industriel, vous cherchez, n'est-ce pas, à avoir ce qu'on appelle un environnement qui vous est propice sur le plan de vue commercial, sur le plan de vue économique. Donc, ça veut dire que vous allez produire dans un environnement qui vous permettra de gagner beaucoup plus d'argent et payer moins d'impôts. Donc, par conséquent, en produisant, par exemple, donc l'iPhone sur le territoire américain, vous payez beaucoup plus en termes de main-d'œuvre, vous payez beaucoup plus en termes d'impôts. Mais en délocalisant effectivement la production d'iPhone en Chine, vous payez moins d'impôts, vous payez moins en termes de main-d'œuvre. Donc, par conséquent, vous, en tant qu'industriel, vous gagnez de l'argent, mais en termes de population, donc il y a un processus de désindustrialisation qui s'oppose dans l'économie américaine. Et d'ailleurs, c'est ce qui a poussé justement, si vous avez remarqué, Donald Trump a imposé effectivement une taxe, n'est-ce pas, pour toutes les industries américaines qui se trouvent en dehors, n'est-ce pas, du territoire, pour les amener, n'est-ce pas, inciter à venir. Donc, c'est ça qu'on appelle la désindustrialisation. Parce que quand tu désindustrialises, c'est que tu as une industrie de pointe, mais pour les questions liées justement à la gestion optimale, n'est-ce pas, de votre ressource, vous essayez, n'est-ce pas, de déplacer cette production-là dans votre pays vers un autre pays pour optimiser effectivement en termes de ressources, pour optimiser, n'est-ce pas, en termes d'impôts que vous payez. Donc, tous ces phénomènes-là, justement, amènent à un processus de désindustrialisation. C'est ce qu'on appelle la disparition progressive de certaines branches, donc maintenant, certaines activités dans le pays. Maintenant, ce phénomène touche effectivement beaucoup de pays, surtout en recul, comme la dégradation des indicateurs les plus significatifs. Donc, ça veut dire quoi? La conséquence de ça sur les économies de départ, parce qu'il y a la désindustrialisation a une économie de départ et une économie d'arrivée. C'est-à-dire que donc, vous délocalisez dans d'autres zones. Mais dans votre zone, on assiste quoi? Au recul de l'emploi et n'est-ce pas, la régression, n'est-ce pas, la contribution de l'industrie dans le PIB. Donc, ça veut dire que la part que l'industrie a dans le PIB va considérablement baisser parce que votre unité de production va considérablement baisser. Maintenant, on améliore également ce qu'on appelle, on assiste à la détérioration de la part de l'industrie dans le commerce extérieur. Voici les conséquences néfastes, n'est-ce pas, que cela peut entraîner, n'est-ce pas, dans le processus économique du pays. Nous ne sommes pas victimes de ça parce que notre processus d'industrialisation n'a pas atteint ce niveau-là. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, les causes de cette situation sont multiples, c'est-à-dire de la désindustrialisation sont multiples. La plus significative, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est la délocalisation. C'est-à-dire que c'est défini comme la fermeture d'une unité ou d'une branche de production, suivie de son implantation à l'étranger, en vue de réimporter dans le territoire national des biens et services produits à moindre coût. Okay? On parle d'abord de ce qu'on appelle maintenant du nomadisme ou du déménagement d'unités de production industrielle à l'étranger. Ça veut dire quoi ici? Donc ici, l'objectif, c'est quoi? C'est de dire, moi, c'est ce qu'on appelle l'avantage comparatif et l'avantage compétitif. Pour les coûts liés effectivement à des avantages dans la production, pour des coûts liés, n'est-ce pas, à l'avantage, n'est-ce pas, en matière fiscale. Donc, je prends ma production, je l'implante, n'est-ce pas, dans un autre pays où le coût de la main-d'œuvre est relativement très faible, ou maintenant également ce que j'appelle ici, les impôts qu'ils doivent payer sont relativement très, très faibles. Donc, ces deux coûts combinés font qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, je fais du nomadisme industriel. Donc, le nomadisme industriel, c'est de prendre votre production, c'est prendre votre technologie, vous l'implanter, n'est-ce pas, dans un autre pays pour permettre effectivement à ce que toi, en tant qu'industriel, tu gagnes en termes de revenus, mais ta population perd en termes d'emploi, ta population perd en termes, n'est-ce pas, de la part de l'industrie dans le commerce extérieur, la population perd, n'est-ce pas, en termes de l'industrie, n'est-ce pas, dans la création, n'est-ce pas, de la richesse nationale.
Voilà un peu globalement ce qu'on appelle le processus de désindustrialisation dont nous ne sommes pas victimes justement parce qu'on n'a pas un niveau d'industrialisation très, très poussé, mais dont sont victimes aujourd'hui les économies développées. Maintenant, la réindustrialisation, maintenant, c'est ce concept maintenant correspond à la recette d'un nouveau souffle industriel. Il exprime une politique industrielle souvent volontariste, facilitant un encadrement réglementaire, le retour et l'implémentation, n'est-ce pas, des unités de production industrielle nomadisées ou l'obligation d'implantation de nouvelles productions industrielles. C'est-à-dire que la réindustrialisation aujourd'hui, c'est une politique aujourd'hui industrielle qui a été prônée aujourd'hui par le président Donald Trump, qui demande à ce que toutes les entreprises étrangères, américaines étrangères qui sont en dehors du territoire américain, de revenir, n'est-ce pas, sur le territoire, nonobstant, n'est-ce pas, avec des sanctions liées à cela, mais aussi en leur donnant des facilités qu'ils n'avaient pas avant pour leur permettre de rentrer dans le pays. L'objectif, c'est quoi? Ce n'est pas, c'est pour éviter effectivement le processus disons, la fuite disons, de la main-d'œuvre, en fait, la perte de main-d'œuvre et la part, effectivement, n'est-ce pas, du secteur industriel, n'est-ce pas, dans la croissance économique et maintenant dans le commerce extérieur. Donc, ces phénomènes-là, justement, sont de nature aujourd'hui à être encouragés, n'est-ce pas, dans ces économies-là. Donc, ces phénomènes-là, c'est important. Maintenant, je parle maintenant du processus d'industrialisation. Nous sommes à ce niveau-là, auquel on parle du processus industriel. Donc, c'est un processus au sens strict et au sens large. Donc, quand je parle de processus industriel au sens strict, c'est quand l'une des composantes de la modernisation d'un pays. Il se caractérise maintenant par le passage d'une production artisanale réalisée pour l'essentiel dans le cadre familial, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous travaillez dans le cadre familial, à une production, n'est-ce pas, de produits, ainsi au sein de la fabrication et réalisée à des salariés dans les entreprises, détachés, n'est-ce pas, de la famille. C'est-à-dire que vous quittez, n'est-ce pas, la production familiale à une production beaucoup plus poussée. Donc, au sens, là, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une famille, vous avez les productions industrielles que vous faites dans le cadre de la conception familiale. Maintenant, vous essayez maintenant de vous affranchir, n'est-ce pas, disons, du niveau de la famille, maintenant à des niveaux beaucoup plus élevés. Donc, c'est-à-dire une production maintenant où on assiste maintenant à une division du travail avec ce qu'on appelle la mise en place, n'est-ce pas, du salariat, la fabrication de produits, ainsi que maintenant la réalisation, n'est-ce pas, disons, des tâches bien définies, c'est ce qu'on appelle la division internationale du travail. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de processus, vous avez effectivement, à l'échelle de la famille, vous essayez de produire des biens et des services. Maintenant, vous voulez maintenant quitter de l'échelle de famille, aller à une échelle beaucoup plus élevée. Donc, on dit que vous êtes en train de passer d'un processus industriel. Donc, ça, c'est le processus le plus bas possible. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous essayez maintenant de quitter, n'est-ce pas, des processus de famille, maintenant, en cherchant maintenant des capitaux nouveaux, en essayant, n'est-ce pas, d'avoir des personnes, des intrants qui permettent, n'est-ce pas, d'augmenter soit la structure organisationnelle, ou bien, n'est-ce pas, avoir le capital, n'est-ce pas, vous permettant d'avoir la possibilité, n'est-ce pas, d'aller beaucoup plus loin dans le processus de production. OK. Donc, ici, ces deux processus sont distincts. L'un, puisque l'industrialisation au sens là peut avoir lieu à tout moment. C'est-à-dire que ici, quand je dis ici, donc quand on parle de l'industrialisation au sens large, maintenant, c'est quand vous allez dépasser effectivement ce niveau familial. Donc, maintenant, il ne faut pas aussi oublier que ces deux processus ne sont pas distincts. Hein. Donc, l'élevage aujourd'hui, au sens là, peut avoir lieu autant dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la pêche. Ça peut être le processus au sens large peut se faire au niveau de l'élevage, peut se faire au niveau de la pêche, dans tous les autres secteurs de l'activité économique. Maintenant, c'est de la transformation primaire, mais il semble qu'ils vont l'un à l'autre. C'est-à-dire que ça ne se passe pas l'un à l'autre. Maintenant, globalement, voici, hein, c'est-à-dire que ça, c'était un peu des considérations conceptuelles. Il était important d'abord, avant de commencer effectivement de prendre le constat et de voir le potentiel, n'est-ce pas, dont regorge l'Afrique, de faire les considérations conceptuelles et puis nous permettre, n'est-ce pas, de comprendre les concepts aujourd'hui qui nous permettent, n'est-ce pas, de comprendre c'est quoi l'industrie, c'est quoi le processus industriel, c'est quoi cet event de transformation. Ça nous permet aujourd'hui de comprendre dans ce que nous allons voir maintenant dans le cadre, n'est-ce pas, dans un deuxième temps, où je vous parle maintenant du constat global du processus d'industrialisation en Afrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi le retard, n'est-ce pas, dans notre processus industriel et qu'est-ce qui est à l'origine, n'est-ce pas, de cette situation-là? Donc, il ne faudrait pas aussi aller loin. Et le premier constat, c'est quoi? C'est-à-dire aujourd'hui, il faudrait comprendre le colonialisme et l'extraversion économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous remontez dans la période historique, depuis la colonisation, je prends les pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, on avait fait ce qu'on appelle en économie, les pays étaient tournés vers ce qu'on appelle les avantages comparatifs.
C'est-à-dire que le Sénégal, par exemple, on disait que donc, pour le développement du Sénégal, le Sénégal n'avait pas besoin de s'industrialiser. Le Sénégal devait produire de l'arachide. Et tous les produits industriels dont le Sénégal avait besoin pouvaient l'avoir à partir de l'avantage comparatif. Comme tu n'as pas l'avantage dans la production de l'industrie, toi, tu as l'avantage dans la production de l'arachide. Tu vends de l'arachide, maintenant, en retour, tu auras les devises nécessaires te permettant d'acheter les produits dont tu en as besoin sans pourtant les transformer sur place. Parce qu'en les transformant sur place, étant entendu que vous n'avez pas les coûts de production, n'est-ce pas, ça va vous devenir beaucoup plus cher. Ce qui fait que maintenant, même dans le secteur agricole, on n'a pas diversifié ce qu'on appelle notre offre agricole. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le modèle de développement qu'on a hérité de la colonisation, c'est que depuis le modèle colonial, on n'a pas voulu diversifier ce qu'on appelle notre secteur d'activité, que ce soit le secteur agricole, que ce soit le secteur industriel. Donc, on a voulu maintenant spécialiser les États en fonction, n'est-ce pas, du potentiel dont avait besoin effectivement la métropole, principalement la France. Donc, on s'était dit, donc, la France avait besoin, par exemple, pour le Sénégal de l'arachide, pour aller alimenter, n'est-ce pas, l'usine de fabrication d'huile de Bordeaux et de Marseille. La Côte d'Ivoire devait faire le café et cacao, le Burkina, le coton, la Guinée, la banane, ainsi de suite. Donc, voilà un peu, n'est-ce pas, ce qui a fait que, donc, justement, les économies africaines ont été façonnées par la colonisation pour servir de métropole et orienter les exportations de matières premières brutes et l'importation, n'est-ce pas, de produits manufacturés. Donc, ça veut dire que nous, dans la conception coloniale, n'est-ce pas, on devait être spécialisé, n'est-ce pas, dans la production, n'est-ce pas, des matières premières, on les exporte, et puis en contrepartie, on importe les produits manufacturés dont on avait besoin, mais il n'était pas question justement dans la conception coloniale qu'on se mettait, n'est-ce pas, dans la production industrielle parce qu'on n'avait pas l'avantage ni dans la production, ni dans la conception, n'est-ce pas, de ces choses-là. Première chose. Deuxièmement, maintenant, le constat global, c'est les infrastructures déficitaires. Je vous ai dit tout à l'heure, quand je vous ai dit que les États-Unis, la France, les autres pays essaient de délocaliser, c'est quoi? C'est les infrastructures. Donc, le manque d'infrastructures cruciales, parce que d'infrastructures de transport, d'énergie qui est faible. Vous avez vu qu'on a un manque d'énergie qui ne permet pas de capter effectivement le secteur énergétique, qui ne permet pas, n'est-ce pas, aujourd'hui, d'être capable aujourd'hui de la transformation de matières premières en produits finis ou en produits chimiques finis. Et je dis à titre de rappel que nous utilisons l'énergie le plus chère possible parce que tout simplement notre énergie, c'est l'énergie fossile à base du carburant. Ça nous coûte excessivement cher. Donc, aujourd'hui, donc, la logistique aussi nous coûte trop cher. Les coûts de production nous coûtent excessivement cher. Donc, ce qui réduit considérablement la compétitivité et décourage les investissements industriels. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quiconque veut investir dans le secteur industriel, le coût que tu vas engager, ça serait très, très élevé. Et le coût que tu vas supporter, ça serait très, très élevé. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, par manque d'infrastructures, par manque de logistique, n'est-ce pas, vous faites que donc, ça décourage les individus, les uns et les autres, à investir dans le secteur industriel. Et aujourd'hui, globalement, les coupures d'électricité sont tellement fréquentes dans certains pays africains. Donc, du coup, ça entraîne effectivement le découragement. Mais également, les réseaux routiers et ferroviaires venant sont quasiment inexistants et insuffisants. Donc, du coup, ce qui freine, en tout cas, la possibilité, n'est-ce pas, aujourd'hui, à certaines personnes d'investir ou bien de chercher à investir, n'est-ce pas, dans ces secteurs-là. Ça, c'est le deuxième point. Donc, ça, il faut comprendre aujourd'hui pour ne pas que vous soyez surpris, n'est-ce pas, de comprendre pourquoi nos continents africains, on est à ce niveau-là. Troisième chose, maintenant, on est 54 pays, mais avec des fragmentations de marché. Maintenant, le continent compte 54 pays, d'autres disent 57 pays, avec des petites économies séparées, pas des barrières tarifaires et non tarifaires, qui n'ont aucune espèce d'importance. Dans des pays où vous avez 10 millions d'habitants, d'autres 4 millions d'habitants, des segments avec des marchés segmentés. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'arrivée des ZLECAf, c'est un début de solution, mais ça n'a pas été accompagné d'un certain nombre de choses. La ZLECAf, c'est la zone de libre-échange continentale qui nous permettait aujourd'hui, effectivement, d'avoir un seul marché commun pour toute l'Afrique. Mais le problème fondamental, ça empêche la construction d'un marché régional intégré, nécessaire d'avoir une économie d'échelle. C'est quand la taille elle est importante, la population elle est importante, donc ça veut dire que vous pouvez avoir un marché qui est important, qui puisse vous permettre, n'est-ce pas, de générer effectivement suffisamment de ressources vous permettant de faire face à un certain nombre de choses. Ça, à ce niveau, c'est extrêmement important. Donc, ici, il y a un manque crucial, n'est-ce pas, par rapport à un certain nombre de choses qui nous empêchent aujourd'hui d'avoir la possibilité, n'est-ce pas, de bénéficier, n'est-ce pas, des idées, des investissements d'aide étrangers dans le secteur industriel, parce que tout simplement, ces éléments-là nous font défaut. Maintenant, aussi, la diversité profonde des secteurs et des types d'entreprises que nous avons.
Maintenant, il y a aussi la faiblesse et la décroissance de la valeur ajoutée et l'exploitation manufacturière. OK, et quelque part l'eau. Donc, ici également, c'est des faiblesses qui sont constatées par et là. Maintenant, il y a peu de valorisation de ressources locales, des ressources naturelles. Aujourd'hui, je vous ai dit, hein, à titre d'exemple, aujourd'hui, vous prenez le cacao. L'Afrique, c'est 73% de la production mondiale de cacao. 73% en termes, n'est-ce pas, de production de cacao en Afrique. Vous savez, nous en bénéficions combien en termes de revenus pour l'Afrique? On n'a que 6% de revenus qui nous reviennent en Afrique. Et pourtant, nous en sommes à 73% de la production mondiale, n'est-ce pas, de cacao à travers le monde. On n'en bénéficie que 6% de revenus mondiaux. Donc, vous voyez, donc, il y a cette faible valorisation des ressources locales, des ressources naturelles que nous avons. J'en viendrai tout à l'heure. La faible articulation par rapport aux besoins des populations faibles diversifiées. Donc, les besoins de la population, il y a une cartographie, n'est-ce pas, des besoins de la population qui a été faite depuis très longtemps. Maintenant, et cette cartographie, n'est-ce pas, des besoins de la population n'a pas été suivie de fait parce que tout simplement, les mécanismes qui devaient nous permettre, n'est-ce pas, de prendre en charge ces questions-là ne peuvent pas être faits parce que l'industrie aujourd'hui ne répond pas par rapport à ça. On consomme ce qu'on ne produit pas et on produit ce qu'on ne consomme pas. Donc, du coup, les besoins de la population nationale sont satisfaits, n'est-ce pas, à partir de l'extérieur. Donc, ça constitue un problème. Donc, ce qui entraîne quoi? La fragilité du tissu industriel face aux mutations de tout ordre, ce qui pénalise effectivement par les infrastructures déficientes. Aussi, il y a les politiques et les stratégies industrielles en général non prioritaires. Regardez aujourd'hui, par exemple, les politiques industrielles qui sont mises en place dans la plupart des États africains. Ce n'est pas prioritaire. Vous avez aujourd'hui, je vous ai dit, 80%, n'est-ce pas, de la consommation est importée. Et vous vous mettez, n'est-ce pas, à construire des unités de production qui n'ont aucune valeur ajoutée pour le pays et qui donc, maintenant, par conséquent, dont la population n'en consomme pas. Je donne souvent cet exemple-là. Regardez aujourd'hui, quand vous regardez les maisons qui poussent à Dakar comme des champions, au Sénégal, un peu partout à travers l'Afrique, vous regardez les sanitaires, tout ce qui est carreaux, pointes, ainsi de suite. Ces produits, dans les matières premières sont là en Afrique à des niveaux inestimables. Mais toutes ces matières premières qui rentrent, n'est-ce pas, dans la fabrication, n'est-ce pas, de ces produits, les pointes, les portes, tout ça, c'est important. C'est des produits pour lesquels on peut mettre en place des unités de production, créer de l'emploi et générer ce qu'on appelle de la valeur ajoutée qui peut lutter contre les inégalités sociales. On ne fait pas. Donc, on fait ce qui n'est pas important. On crée des secteurs industriels, c'est vrai, maintenant, qui n'ont pas d'emprise, n'est-ce pas, sur le niveau de l'activité économique, ou bien, n'est-ce pas, qui ne permettent pas justement d'intégrer effectivement le politique de développement économique qui s'incombe. Donc, maintenant, aujourd'hui, le secteur entrepreneurial privé qui est peu structuré. On a pratiquement aujourd'hui un secteur entrepreneur, un secteur privé aujourd'hui qui est peu structuré, dont le poids est relativement très, très faible. Donc, qui fait que, donc, justement, ce secteur privé-là impacte très peu, n'est-ce pas, sur le niveau de l'activité économique. Voici le constat global, n'est-ce pas, qu'il est important de comprendre et puis maintenant, pour pouvoir discuter effectivement de certain nombre de choses. Maintenant, je vais vous dire maintenant le potentiel de l'Afrique. Et j'avais commencé quelque chose tout à l'heure qui va heurter effectivement la sensibilité de certain nombre de personnes. Les richesses africaines, c'est-à-dire le potentiel que nous avons, sont incommensurables. Je n'ai pas voulu rentrer dans beaucoup de matières, prendre un certain nombre de matières premières. J'ai pris quelques essentiels pour que vous puissiez voir de vous-même qu'est-ce que nous avons et pourquoi nous sommes dans cette position-là. Et que tout ce que nous consommons, plus de 90%, tout est importé. Maintenant, quand je prends par exemple les ressources minières et énergétiques du sol et du sous-sol, c'est extraordinaire. Nous avons aujourd'hui l'Afrique 90% de platine, 90% du diamant, 60% du colbane, 40% de l'or, 40% du colbane, 28% de magnésium, 18% de l'uranium, 7,5% des réserves de pétrole, 7,5% de gaz naturel, 20% du potentiel hydroélectrique, réseau électrique. Les terres sont fertiles, mais la productivité elle est insuffisante. L'exportation est peu rentable. Voici effectivement le visage idyllique effectivement de l'Afrique. N'est-ce pas? Donc, 40% de réserves d'or, on est là incapable, n'est-ce pas, de la transformation. Hein? L'uranium, 78% du diamant, 90% du platine, 60% du colbane. Et ces colbanes dont je vous parle, sans ça, l'avion ne bouge pas. Sans ça, l'ordinateur ne bouge pas. Sans ça, il n'y a pas disons, de matières premières dans la fabrication, n'est-ce pas, des androïdes. Un continent qui possède tout ça et qui n'est même pas capable de fabriquer une pièce. Voici le potentiel de l'Afrique.
Voici le potentiel de l'Afrique. Maintenant, il est important, maintenant, ça, c'est pour vous montrer un peu, comme je vous ai dit, le processus, l'industrialisation comme pivot des politiques sectorielles. Donc, il faudrait que l'Afrique comprenne que donc on doit élaborer justement des politiques sectorielles nous permettant, n'est-ce pas, d'impulser la dynamique du développement, n'est-ce pas, de nos économies. Donc, il faut savoir, au lendemain de l'indépendance, l'élite africaine, les chercheurs comme les techniciens, les décideurs, croyaient que l'émancipation économique du continent passait par une industrialisation volontaire. Cette conception, elle était là. On pensait que justement, parce que depuis 1960, donc on pensait qu'on devait se développer avec les programmes qui ont été mis en place. Mais comme ça s'est passé, n'est-ce pas, en Asie au Sud. Mais après plusieurs expériences, l'Afrique est restée largement sous-industrialisée, semblant ainsi condamnée à mettre en ressort les matières premières d'origine agricole. Dans ce cadre, le retour des politiques industrielles était bloqué. Pourquoi le retour des politiques industrielles était bloqué? Il faudrait que vous compreniez que beaucoup de choses, n'est-ce pas, nous ne nous ont pas accompagnés. Quand je prends cette première période, justement, de 1960, parce que je développe effectivement cette période en 3 grandes phases, que je n'aurai peut-être pas le temps de développer compte tenu du temps qui m'est imparti. La première phase, ce qu'on appelle les pionniers du développement, c'est-à-dire qu'ils ont considéré que donc l'Afrique était condamnée à rester, n'est-ce pas, à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on était dans un cercle qu'on appelle le cercle vicieux de la pauvreté. L'Afrique était caractérisée par ce que j'ai appelé l'épargne insuffisante, et cette épargne insuffisante entraîne ce qu'on appelle un investissement insuffisant. L'investissement insuffisant entraîne ce qu'on appelle un revenu insuffisant, une production insuffisante. Une production insuffisante entraîne un revenu insuffisant. Donc, on était dans un cercle, on était condamné à rester là, on ne pouvait pas bouger sans aide de l'extérieur. Voilà ce qui nous a été imposé. Maintenant, également, la deuxième phase, qu'on appelle la phase qu'on appelle des revendications, où on nous a dit, n'est-ce pas, qu'on était fondamentalement impliqué, n'est-ce pas, dans un processus, n'est-ce pas, qui ne nous promettait pas de nous développer, parce que dans ce processus-là, il était fondamentalement, pratiquement impossible, n'est-ce pas, qu'on s'en sorte, d'autant plus que nous étions, n'est-ce pas, dans un processus qui était biaisé. On vivait, n'est-ce pas, ce qu'on ne consomme pas, et on consommait ce qu'on ne vivait pas. Un. Deuxièmement aussi, notre processus, n'est-ce pas, de développement était basé, n'est-ce pas, sur ce que l'extérieur nous donnait. Ça aussi, c'est important. Maintenant, ce qui a amené effectivement un certain nombre de choses globalement, des idéologies, il y avait 2 idées principalement. La première est formulée par la Banque mondiale qui disait que jusqu'à la fin des années 80, qu'une politique industrielle n'était pas nécessaire pour l'Afrique. Voilà ce qu'il nous disait, justement. Tous les programmes de la Banque mondiale disaient qu'une politique industrielle n'était pas nécessaire. Je vous ai parlé tantôt, n'est-ce pas, disons, la politique disons, les avantages comparatifs qui a été développé par Adam Smith dans les années 1700, qui disait que lorsque un pays a l'avantage dans la production d'un bien, il le produit. Lorsqu'il n'a pas l'avantage, il le laisse. C'est ce qu'on appelle la théorie des avantages comparatifs. La Banque mondiale nous a imposé ça. Donc, ça veut dire que quoi? Le processus industriel n'était pas nécessaire pour le continent africain. Dans la mesure où le marché mondial pouvait fournir dans ces pays-là le besoin dont on avait, c'est-à-dire nos besoins, satisfaire nos besoins à des moindres coûts. Ce qu'on devait faire, qui devait nous coûter cher, il était important, n'est-ce pas, que nos pays, n'est-ce pas, puissent, n'est-ce pas, les avoir sans pour autant se fatiguer davantage. Donc, c'est ce qu'ils appellent ici la satisfaction des besoins fondamentaux à partir, n'est-ce pas, de l'extérieur. Donc, c'est-à-dire le processus d'industrialisation que nos économies devaient engager, ils disaient que donc, ce n'était pas la peine pour notre pays de le faire. Première chose. La seconde idée, maintenant, émane, n'est-ce pas, de certains théoriciens qui considèrent qu'avec la mondialisation, la nature même de l'industrialisation a aujourd'hui radicalement changé. L'industrialisation était péremptoire et déclarée hors portée des pays africains. Voilà ce que certains techniciens nous disaient. Donc, je vous ai parlé, n'est-ce pas, de Raoul Peulbus. Je peux vous parler, n'est-ce pas, de Harold Doma. Beaucoup d'économistes, même Ranga Nurke, disaient que donc, l'Africain était condamné, n'est-ce pas, à rester dans ce cercle vicieux de la pauvreté. Donc, par conséquent, le processus d'industrialisation était apporté, n'est-ce pas, des économies africaines. Parce qu'on avait des infrastructures qui étaient défectueuses, on avait une mauvaise maîtrise, n'est-ce pas, de coût de l'énergie, on avait ceci, on avait cela. Donc, par conséquent, toutes les théories économiques, n'est-ce pas, étaient là pour nous empêcher, n'est-ce pas, de produire à moindre coût. Oui. Donc, ça veut dire que même les institutions internationales n'étaient pas, n'est-ce pas, d'accord, n'est-ce pas, pour qu'on mette en place une politique d'industrialisation. OK. Maintenant, c'est ce qui a poussé effectivement beaucoup de pays, les crises de l'économie mondiale et la reconstitution, n'est-ce pas, bipolaire, n'est-ce pas, et l'échec des politiques néolibérales avaient atteint tous les moteurs de la croissance économique. Donc, il faut maintenant affirmer que l'industrialisation, c'est au plus tard exactement ce que l'on disait il y a 50 ans, comme la Chine et la Corée du Sud.
qui sont devenus aujourd'hui industrialisés des pays émergents. C'est-à-dire que l'Afrique a pris 50 ans de retard qu'il faut rattraper. Donc, par conséquent, c'est après 50 ans qu'on a compris que en 1960, ce qu'on nous disait, c'était faux. Parce que la Chine s'est industrialisée, la Corée s'est industrialisée, les autres pays se sont industrialisés. Maintenant, ça part de 50 ans qu'on comprend maintenant, à partir de là, que maintenant qu'on a fait une erreur, n'est-ce pas, dans notre politique de communication. Qu'on le montre l'exemple asiatique qui ont créé l'intervalle d'une génération, un cadre favorable à l'accumulation des recherches. Conséquent de l'absorption de la pauvreté et de l'emploi. Donc, par conséquent, je vous ai dit tout de suite là, quand vous industrialisez votre pays, je vous ai parlé de la processus de désindustrialisation. Le fait que, par exemple, vous délocalisez ce qu'on appelle, vous faites du nomadisme industriel, là, vous amènez d'abord la création de l'emploi. Donc, on a besoin de l'industrie pour résolver effectivement le taux de chômage que nous avons dans nos pays. Okay. Maintenant, où en est-il pour le Sénégal? Ça, c'est globalement, comme je vous ai dit, par rapport au processus industriel, au lendemain des indépendances, ça, c'est juste un petit focus que je voulais faire sur le cas du Sénégal. Dans les années 60, on comptait peut-être parmi les mieux dotés en matière infrastructurelle, en matière industrielle de toute l'Afrique occidentale française. Parce que n'oubliez pas que le Sénégal, Dakar était la capitale de l'Afrique occidentale française. Donc, il avait atteint un niveau industriel beaucoup plus développé que les autres pays. Le schéma industriel conçu par l'État volontariste, et c'est ce qu'on appelle l'État volontariste, l'État développeur, comportait 4 filières déterminantes. Un, ce qu'on appelle les secteurs des agro-industries, qui favorisent toutes les chaînes de valeur et développent les interdépendances avec l'agriculture, la pêche. Il y avait 4 filières intégrées maintenant qu'on avait, comme le textile, le sotuba, les huiles sûres, la transformation des fruits et légumes et des peaux qu'on appelle bata. Maintenant également, l'autre filière, c'était quoi? C'est celle des industries pétrochimiques et énergétiques, avec 2 grandes unités. Les industries chimiques du Sénégal, la SAR et la cimenterie. Nous avons également celle des industries de valorisation des façades maritimes, avec Dakar Maritime, le développement du tourisme balnéaire, avec la constitution des zones d'expansion touristique, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y avait aussi des institutions de financement et d'encadrement des PME qui étaient là, qui sont effectivement, qui étaient des sous-bassements qui permettaient effectivement un processus de décollage, n'est-ce pas, du secteur industriel, comme la BNDES, l'Union sénégalaise des banques, la Banque sénégalo-koweïtienne, la Banque commerciale du Sénégal, la SONEPI. Donc, toutes ces structures-là étaient, n'est-ce pas, des appoints qui nous permettaient effectivement, à un certain niveau, n'est-ce pas, de nous hisser, n'est-ce pas, vers un processus industriel nous permettant, n'est-ce pas, de faire face à un certain nombre de choses. Bon, il y a eu quand même les recettes, hein, donc je vais vous faire part de ça. Donc, l'industrie était devenue un enjeu national pour reconstruire l'émergence par la valorisation des tractions sectorielles à partir des innovations technologiques offertes par les recherches et développement. Et l'énergie aussi, l'industrie devait établir les supports institutionnels, les clusters et des pôles de compétitivité et financiers, secteur financier flexible et la proximité jusqu'à l'appui des politiques industrielles. Ça devait aussi être un environnement pour créer des externalités positives dans la dynamique de l'infrastructure routière, énergétique, hydraulique et celui de la formation des ressources humaines. Ça devait aussi être ce qu'on appelle un environnement de promouvoir une politique sociale fondée sur 2 principes de justice sociale, l'équité et la légalité des sens. Maintenant aussi, ça devait aussi être une occasion de rompre avec ce qu'on appelle le modèle de consommation extraverti. C'est-à-dire consommer ce qu'on ne produit pas et produire ce qu'on ne consomme pas. Ça devait vraiment, le secteur industriel du Sénégal devait nous permettre, n'est-ce pas, de rompre effectivement avec ce modèle-là de développement de ce qu'on appelle communément la consommation extravertie. Donc, nous allons maintenant peut-être terminer par ce point pour voir exactement est-ce que l'industrialisation de l'Afrique est-elle possible au vu de tout ce que nous avons vu. Oui, il y a une possibilité. D'abord, il faut la stabilité politique et sociale au niveau national, une vision et un coût collectif de l'avenir. C'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le risque pays. C'est extrêmement important. OK? Il faut une stabilité politique, une stabilité sociale pour permettre effectivement un développement harmonieux. Il y a la disponibilité et la qualité faible des coûts des infrastructures aussi qu'il faut régler pour permettre effectivement un décollage, n'est-ce pas, du secteur industriel. Il faut mettre en place un climat des affaires incitatif, lisible et prévisible, le respect des lois et de la déontologie. C'est des facteurs qui sont très importants, qui nous permettent, n'est-ce pas, d'élever effectivement le niveau, n'est-ce pas, de la croissance économique. La performance des services de l'État liés aux opérations des entreprises et aux exportations. Quand je vous parle aujourd'hui du modèle chinois, quand on vous parle aujourd'hui du modèle de Corée du Sud, c'est lié à quoi? À une performance de l'État. C'est ce qu'on appelle un État développeur
un État magicien. C'est ce qui a été à l'origine de ça. Mais aussi, je vous ai dit, au lendemain de l'indépendance, pourquoi le Sénégal était bien parti? Parce qu'il y a aussi des services d'appui financier non financiers aux entreprises performantes. C'est extrêmement important. C'est pourquoi je vous ai parlé de ces banques-là qui étaient là, qui étaient des appuis, effectivement, au secteur industriel pour que les efforts puissent continuer. Un effort continu intense de la formation professionnelle et supérieure de haut niveau. Parce qu'aussi, on ne peut pas avoir un secteur industriel sans qu'il y ait un capital humain capable de porter effectivement ces transformations-là. La priorité, la culture et la maintenance de l'entretien des équipements de qualité, ça aussi, c'est des facteurs qui sont importants. Aussi, il y a une vision et une approche sous-régionale d'intégration de l'espace économique. Je vous ai parlé de la ZLECAf. Il faut aussi qu'il y ait la possibilité, justement, que l'Afrique parle d'une seule voix sur le plan de vie économique, sur le plan de vie des projets, pour pouvoir avoir ce qu'on appelle un espace économique viable et fiable. Aussi, organiser la filière d'industrialisation. Il faut que maintenant qu'on s'organise en termes de filière, n'est-ce pas, pour que le processus d'industrialisation se mette en place. Il faut améliorer la gouvernance et lutter contre la corruption. C'est important. Promouvoir aussi le partenariat multilatéral dans un esprit gagnant-gagnant pour favoriser le nouveau investissement dans le contexte de la mondialisation. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut créer un climat de confiance pour permettre effectivement que les suspicions que les individus avaient par rapport à nos économies puissent être levées, pour permettre effectivement une bonne mise en place, n'est-ce pas, du secteur industriel. Intégrer en bonne place dans ce partenariat la formation professionnelle et le transfert de technologies. Aujourd'hui, vous constatez avec moi, n'est-ce pas, on parle du train express régional, on parle maintenant, est-ce qu'il y a transfert de technologies? Il faut peut-être aujourd'hui que le secteur industriel aujourd'hui qui se mette en place en Afrique, bien à travers le Sénégal, bien dans d'autres pays, qu'il y ait ce qu'on appelle transfert de technologies qui nous permet, n'est-ce pas, d'intégrer tous ces facteurs-là. OK? Il faut aussi réaliser les retours d'expérience dans les pays développés. C'est important. Les pays émergents en tirent les enseignements et les bonnes pratiques. Il y a des retours d'expérience, peut-être que je n'ai pas eu l'occasion de vous en parler, mais c'est important peut-être dans les questions, peut-être à d'autres occasions, qui est important. C'est-à-dire qu'il y a des retours d'expérience en Chine. Je vous ai parlé, par exemple, pour le cas chinois très rapidement. Pourquoi toutes les entreprises sont en Chine, les entreprises du monde, la Chine est transformée en ce qu'on appelle un atelier. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle l'avantage comparatif a été transformé en avantage compétitif. L'avantage comparatif, c'est quoi? La main-d'œuvre chinoise coûte moins cher. Et puis maintenant, elle est compétitive, la main-d'œuvre chinoise. Donc, ça veut dire quoi? C'est un retour d'espérance. Donc, il faut être capable, n'est-ce pas, de voir ce qui a été bon là-bas et puis le développer. Mais aussi développer un marché sous-régional et africain. La création de zones de libre-échange continentales est un atout majeur pour les entreprises qui traversent le continent africain. OK. Maintenant aussi, il faut aussi la volonté de construire un avenir à partir d'une identité, avoir une vision stratégique et volontariste. L'homme et ses savoir-faire et traditions au cœur du modèle. L'entreprise productive et créatrice de richesses. Il faut là. Appuyer aussi sur tissus existants. On a des tissus, même si ce n'est pas aussi développé, s'appuyer sur les tissus existants, faire les mises à niveau pour renforcer la compétitivité et favoriser l'investissement productif. Et mobiliser l'épargne et savoir-faire des migrants. C'est extrêmement important. Aussi, des migrants qui sont en dehors du pays, je vous avais parlé, dans le cadre de votre labo, c'est des migrants. Donc, prendre en compte le savoir-faire et savoir-vivre, n'est-ce pas, de ces migrants pour piloter un certain nombre de choses. Le potentiel de la micro et de la petite entreprise est privilégié à travers les modes d'organisation. Aussi, c'est extrêmement important à ce niveau pour permettre effectivement un bon niveau de développement économique et social. Aussi, il faut favoriser le partenariat État-secteur privé et le partenariat secteur et filière. C'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas tout faire. C'est pourquoi je salue aujourd'hui l'initiative, en tout cas au Sénégal, dans le cadre de la loi d'orientation, n'est-ce pas, sur le PPP, partenariat public-privé. Peut-être que d'autres pays peuvent le faire, mais ce partenariat public-privé peut être développé pas seulement dans le secteur public, dans le secteur des infrastructures, mais dans la promotion, n'est-ce pas, de l'industrie. Ça serait une bonne chose pour permettre effectivement que le privé puisse accompagner l'État, n'est-ce pas, dans sa politique nationale de développement. Les politiques nationales agricoles, industrielles, commerciales et énergétiques. OK? La formation et la recherche, les innovations financières, l'aménagement des situations doit être en cohérence et en synergie. La déontologie des affaires, la qualité, la rigueur, la persévérance, l'entrepreneuriat doit être mise en exergue. Donc, il faut aussi, donc, globalement, la transformation, la valorisation de ressources à fort potentiel agricole. Il faut aussi développer une industrie propre, citoyenne, qui est un palier d'une croissance économique durable et aux bénéfices équitablement répartis. Donc, sur ce, je vous remercie de votre aimable attention
Et longue vie et succès aux entreprises et aux industries africaines. Merci beaucoup, M. Bou. Merci beaucoup, professeur. Merci de votre exposé qui a été clair et riche en enseignements. Les exemples que vous avez donnés aussi ont montré l'exactitude de vos recherches et voilà, la qualité de votre parcours. Maintenant, la séance questions-réponses est ouverte. Bon, j'avais noté quelques questions que j'ai Oui, notées lors de votre exposé. Par exemple, lorsque oui, vous parlez du modèle colonial, oui, le fait que la majeure partie des pays africains ont hérité un modèle colonial, est-ce que oui. ceci constitue, selon vous, un blocage pour l'industrialisation dans le continent africain? OK. Cela constitue déjà un blocage par rapport au début du processus d'industrialisation. C'est-à-dire que c'est ce qui a bouleversé la trajectoire du processus industriel de nos économies. Ça, maintenant, depuis 50 ans, on n'a pas continué. C'est-à-dire que le problème est que, vous savez, le problème, tout est question de base. C'est-à-dire la base sur laquelle, après les indépendances, c'est-à-dire que le modèle colonial a façonné un autre modèle économique dans nos pays. Vous savez, quand vous regardez très bien, et les gens ne le disent pas assez, je vais le dire aujourd'hui, même la culture du riz, le riz que nous consommons aujourd'hui, ce n'est pas une production africaine. Les gens ne le disent pas souvent. Vous comprenez maintenant ce que je dis? Les gens ne le disent pas assez, mais ce n'est pas une production sénégalaise, ce n'est pas une production africaine. Le riz, c'était importé parce que maintenant, le colon ne voulant pas investir longtemps, a changé considérablement notre modèle alimentaire. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que les choses soient claires. Il y a un certain nombre de choses qui nous ont été imposées et qui n'ont pas été forcément faites par nous. Vous comprenez maintenant? Donc, par conséquent, ce que je dis ici, ça ne veut pas dire fondamentalement que les Occidentaux ne sont plus là, n'est-ce pas? Mais ce qui s'est passé, justement, c'est que nous n'avons pas voulu changer effectivement la trajectoire de développement que nous avons héritée, n'est-ce pas, de la période coloniale. Donc, c'est cette trajectoire de développement-là qui a bouleversé effectivement notre modèle de développement économique. Il faudrait qu'on ait le courage de dire maintenant, ça stop. Il faut qu'on ait maintenant une autre vision, une autre habitude de consommation. Vous avez compris maintenant? Je donne aussi un exemple très simple. J'ai aimé la dernière fois au Sénégal, peut-être que je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont en dehors du Sénégal qui sont en train de suivre. Lorsque, par exemple, on avait fait, le ministère de la Culture avait fait des expositions, par exemple, sur le type de pain, par exemple, ici. J'ai vu qu'au Sénégal, par exemple, on avait fabriqué des pains à base du maïs. On avait fabriqué des pains à base du sorgho. On a fabriqué des pains à base, n'est-ce pas, du moringa, qui sont des matières premières ici. Mais 90% des pains que nous sommes là, et qui est homologué, justement, sur le plan de l'alimentaire, c'est des pains à base, n'est-ce pas, du blé. Et le blé n'est pas fabriqué sous nous. Donc, comment voulez-vous développer ce qu'on appelle le secteur industriel dans ce cadre-là? Le pain que nous avons, c'est un pain qui a été fabriqué, qui a été homologué depuis la période coloniale, où il est formellement interdit, pour chaque kilo de pain, il faut qu'il ait au minimum plus de 90% de blé. Tous les autres produits que vous pouvez mélanger au blé, c'est peut-être 5 à 4%. Donc, c'est des mesures qui nous ont été posées, c'est des règles d'hygiène. Et pour les changer, il faut passer par l'Assemblée nationale. Donc, il y a tout un processus qu'il faut faire. Vous avez vu maintenant? Donc, tout un corpus global qu'il faut changer par rapport à cela. Bon, merci de votre réponse. Je rappelle que vous pouvez poser votre question dans le chat. Si vous voulez aussi intervenir, vous pouvez aussi lever la main. On va passer la parole. Maintenant, concernant, tout à l'heure, vous parlez des richesses naturelles qu'on a. Et vous avez évoqué aussi une manque de formation pour la transformation de certaines richesses. Quel doit être, selon vous, le rôle des universités pour la formation? Est-ce qu'ils devraient aller vers les formations qui sont plus techniques que théoriques? Mais bien sûr, aujourd'hui, quand je vous ai dit, qu'est-ce que je vous ai dit au début de ma présentation? Je vous ai dit, par exemple, je vous ai parlé du potentiel africain, mais j'insiste, par exemple, sur le cas, par exemple, du pétrole. OK? J'insiste peut-être aussi sur le cas du café et cacao. Je dis café et cacao, par exemple, cacao seulement, l'Afrique détient 77%, n'est-ce pas, des exportations mondiales. On ne bénéficie que de 6%. Et ce que je vous ai dit, dans les 76% qu'on a, on ne gagne que 6% en termes de revenus. Mais c'est la partie la plus visible de l'iceberg. L'autre côté, c'est quoi? Les 76% là, on permet aux autres de créer jusqu'à 10 millions, 20 millions, 50 millions d'emplois. Donc, pourquoi? Si on avait un potentiel, on avait un capital humain qui était capable aujourd'hui de transformer ces matières premières en produits finis ou en produits semi-finis, on ne serait pas à ce niveau-là. Donc, justement, c'est de ça dont je parle.
Donc, on a besoin de capital humain dans nos universités qui est capable de porter le secteur industriel. Il ne s'agit pas d'avoir de l'industrie. Il s'agit d'avoir un capital humain capable de porter ce secteur industriel. Capable, n'est-ce pas, d'alimenter ce secteur industriel. Je pense qu'il y a quelqu'un, Guéna Baba, qui veut poser des questions là, rapidement. Oui. Allez-y, vous pouvez parler. Merci. Allez-y, posez. Diana, tu peux prendre la parole. Bonjour à tous. Oui, Merci, oui. professeur, pour votre brillant et instructif exposé. Je m'appelle Diana Baba et je suis chargée de projet au sein de l'ASPAD. Mhm. Donc, j'aimerais réagir par rapport à vos recommandations et en profiter pour poser une question qui m'intéresse. Par rapport aux recommandations, vous avez dit que les pays africains, dans leur processus d'industrialisation, devraient justement tenir compte des échecs ou des leçons apprises des pays européens. Et justement, par rapport à cela, il y a le phénomène des changements climatiques, dont la principale cause demeure cette forte industrialisation non maîtrisée. Et nous sommes dans un contexte où de plus en plus nous parlons de transition écologique avec une industrialisation modérée, avec une économie verte, qui suppose donc une certaine transition vers une certaine transition et une modération de cette industrialisation-là. Comment pensez-vous dans ce contexte-là que les pays africains qui ne sont pas encore très industrialisés ou qui aspirent aspirent à atteindre un niveau plus élevé d'industrialisation peuvent se comporter, justement en s'adaptant à ces phénomènes de changement climatique et en s'industrialisant en même temps? Ok, merci. La question, elle est intéressante. Et aujourd'hui, justement, par rapport à la question du changement climatique, vous savez, c'est la même chose qu'on est en train de discuter là. Je vous ai dit, quand dans les années 60, quand on parlait de l'industrialisation, on nous a fait croire que ça ne nous concerne pas. J'ai fait ce rappel-là, peut-être que vous, depuis le début de ma présentation, on dit que ça ne nous concerne pas. Maintenant, jusqu'à ce que maintenant, on est arrivé maintenant dans les années 2000, 2025, maintenant 2026. Maintenant, on voit que maintenant, on a pris du retard. Maintenant, on veut rattraper pendant que les autres nous ont avancé. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de changement climatique, nous pensons que donc, nous, on n'est pas des pollueurs. Donc, tous les mécanismes, n'est-ce pas, qui sont mis en place en termes de lutte contre la pollution, en termes, n'est-ce pas, de prévention, on dit, voilà, ça ne nous concerne pas. À titre d'exemple, aujourd'hui, ça nous concerne. Le changement climatique, que vous croyez ou pas, ça impacte, n'est-ce pas, sur le niveau de l'activité économique. Parce qu'aujourd'hui, un agriculteur qui est à Fongolemi, là-bas, au Sénégal, emprunte de l'argent dans une banque, en pensant pouvoir rembourser avec un niveau de pluviométrie donné, avec un rendement donné. Si il y a un changement climatique, forcément, le paysan ne pourra pas rembourser la dette qui a été contractée. La banque maintenant va rentrer, n'est-ce pas, dans une position de risque parce qu'il ne pourra pas respecter ses engagements qu'il a eu à prendre. Maintenant, l'État qui avait misé en fait une politique fiscale sous la base, n'est-ce pas, de l'argent qui va être généré, n'est-ce pas, par ces paysans-là, va perdre. Donc maintenant, on rentre, n'est-ce pas, dans un cycle de crise systémique. Donc ça pose un problème économique. Donc aujourd'hui, par conséquent, ce qu'on peut faire, les choses vont de pair. Je ne dis pas maintenant ce qu'on voulait nous imposer, par exemple, aujourd'hui, que certains pays comme le Sénégal, qui ont découvert récemment ce qu'on appelle les ressources comme le pétrole, le gaz, de cesser la production. Non, ça, on ne va jamais accepter ça. Maintenant, c'est de protéger notre économie et d'aller effectivement vers le moins d'énergie. C'est-à-dire que le Sénégal aussi est en avance sur ce qu'on appelle le mix énergétique, mélanger ce qu'on appelle la pollution énergétique avec d'autres types de pollution qui nous permettent, n'est-ce pas, de prendre en compte un certain nombre de nos problèmes. C'est bon? Guénaba? OK. Oui, merci beaucoup. C'est bon. Merci, professeur. Merci, Diana. Bon, je pense s'il y a des gens qui veulent aussi réagir, ils peuvent lever la main et poser leurs questions. Peut-être j'avais une autre question. Docteur, par exemple, si vous devriez retenir une seule priorité qui va permettre à l'Afrique de s'industrialiser, laquelle serait cette priorité-là? Bon, c'est le développement des filières. Il faut développer les filières industrielles qui nous permettent, n'est-ce pas, aujourd'hui, justement, d'intégrer effectivement nos politiques de développement. On ne peut pas aller partout. Il faut d'abord organiser en termes de filières et puis on pourra avancer. Et hier, pas plus tard, hier, je suivais un documentaire, effectivement, sur le processus industriel du Ghana, où on voit un chercheur, bon, même pas un homme d'affaires britannique, qui gagnait plus de 100 millions de dollars par an, rien que dans l'exportation, n'est-ce pas, de la mangue, des ananas. Ça m'a intrigué. Et ça, c'est là, les mangues pourrissent dans nos pays. 100 millions de dollars par an. Donc,
il le vend, il achète des mangues, il les exporte en Europe, on les transforme en jus, ainsi de suite, et c'est ça qui fait vivre. Donc, par conséquent, si on avait les unités industrielles en Afrique, on pouvait générer tout ça, 100 millions de dollars par an. Donc, c'est énormément beaucoup d'argent que ça peut générer et ça peut nous permettre, n'est-ce pas, de créer de régler la question de l'emploi dans nos pays. D'accord. Merci beaucoup. Bon, le docteur Amadou Siré-Sall, vous pouvez intervenir. Oui. Ah, docteur Siré, allez-y. Merci, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, professeur, pour cette belle présentation que nous avons vraiment savourée avec beaucoup de données hyper intéressantes et justement qui justifient ce pourquoi cet axe de recherche a été mis en place au niveau du LASPAD et que j'ai l'honneur de porter. Et justement, moi, j'aimerais intervenir, pour faire une contribution, mais en même temps poser une question pour un peu éclaircir quelques points, notamment en ce qui concerne la désindustrialisation, parce que vous aviez dit que nous ne sommes pas victimes de cette désindustrialisation-là. Oui. Parce que nous n'avons pas atteint justement un niveau d'industrialisation élevé. Oui. Mais il me semble quand même qu'au sortir de la colonisation, nous avions un tissu industriel qui n'était pas exceptionnel, mais qui répondait justement aux besoins des colons. Exactement, ça c'est vrai. Et en fait, nous n'avons pas su tirer parti de cela. Et justement, au lieu d'améliorer, notre tissu industriel ou bien de le renforcer, nous avons fait des choix souvent de privatisation. Ça veut dire que nous pensions que le privé pouvait investir, apporter quelque chose pour développer justement ces industries-là. Et nous, on s'est rendu compte finalement que ces privatisations-là ont conduit surtout à la décadence de ces entreprises, que ce soit le cas de la Sonacos, que ce soit le cas des chemins de fer, tous ont été donnés à des privés avec un contrôle qui n'était pas vraiment efficace, qui n'était pas, je ne sais même pas comment l'appeler, mais il n'y avait pas vraiment de contrôle. C'était vraiment une certaine gabegie qu'il y avait là-bas. Et il y a des renationalisations derrière. Et quand on renationalise, finalement, ça revient sous le giron de l'État. Et souvent, ce sont des gouffres financiers parce qu'en tant que société nationale, l'État vient souvent en appui pour pouvoir recapitaliser ou bien essayer de combler les vides. Donc, est-ce que cela, déjà, ce n'est pas une forme de désindustrialisation? Déjà, ça, c'est ma première question. D'accord. Oui. Oui, allez-y, continue. Voilà. Oui, voilà. Donc, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est justement ce qui concerne les potentialités de l'Afrique, donc que vous avez bien décliné, et justement le besoin de faire des partenariats gagnant-gagnant. Et là, ça me mène justement à même une observation qui a été faite, je pense, par un intervenant juste avant, c'est par rapport au système éducatif, c'est qu'effectivement, nous, on est vraiment en retard par rapport à tout ce qui est technologique, conception, etc. Et en fait, cela nous rend vraiment dépendants finalement de l'extérieur. Ça veut dire que pour moi, pour avoir un partenariat gagnant-gagnant, il faut que l'on puisse discuter d'une certaine manière d'égal à égal. Et discuter d'égal à égal, c'est pas forcément qu'on a la même puissance militaire ou bien la même puissance diplomatique ou autre. Non, c'est que on a le choix finalement de dire que si ce n'est pas vous, ça peut être quelqu'un d'autre, avec le même résultat que l'on puisse avoir. Sauf que je pense qu'il y a un gros poids de la géopolitique qui est là. Il y a des alliances qui se font. Et nous, justement, si on n'essaie pas de tendre vers cette souveraineté-là, ça va être assez compliqué dans la mesure où, en termes de conception, vous avez cité le cas du TER. Effectivement, il y a un transfert de technologie qui n'a pas vraiment été fait parce que les trains ont été faits en France. Il n'y a pas de transfert de technologie. Il y a la moindre panne, il faut qu'on fasse appel à eux. Mais par exemple, là où il y a pour moi une faute qui a été commise dans le cadre de ce projet, c'est que les traverses donc qui sont en béton et qui sont posées tout le long des rails, donc c'est ça qui soutient les rails, toutes ces traverses-là sur les 35 km, je vous dis, il y a 1500 traverses à peu près par kilomètre, toutes ces traverses-là ont été importées. Alors que nous avons une usine de traverses à Thiès
qui est justement en décadence. Ça veut dire qu'avec un minimum d'investissement, on aurait pu avoir une industrie qui fabrique des traverses HS, qui crée des emplois et justement qui réduit le coût d'approvisionnement de ces traverses dont on aura besoin dans la maintenance courante. Mais donc, en fait, comment on peut pallier justement à ces problèmes-là qui, finalement, il y a de la corruption derrière, il y a un problème de compétences, parce que quoi qu'on dise, même si on veut relancer cette industrie-là, nous n'avons pas les compétences localement pour fabriquer les machines localement. Donc, il y aura toujours un levier international qui pourra nous faire du chantage ou bien nous jouer. Voilà. Je vais pas être trop long, mais un peu, moi, je me demande si la priorité, ce n'est pas justement d'axer vers une politique éducative qui est orientée vers l'industrialisation et la conception pour que nous ayons des compétences, nous ayons des retours d'expérience de personnes qui ont ces expériences-là et former des personnes qui sont compétentes pour cela et puis créer justement un tissu industriel autour de ces compétences qui sont locales. Voilà, je vais essayer de m'arrêter là. Merci beaucoup. Non, merci beaucoup. Ce que vous avez dit, hein, je pense que vous avez résumé la problématique, hein, le retour d'expérience. C'est ce que j'appelle, c'est important, la formation du capital humain, je vous l'ai dit, donc vous avez raison. Le partenariat public-privé également, je l'ai développé. La déontologie, comme vous l'avez dit, la rigueur, la qualité et la performance. Donc ça aussi, c'est extrêmement important à ce niveau aussi. Et surtout, la valorisation et puis aussi le potentiel, n'est-ce pas, agricole propre, citoyenne et pilier de la croissance économique, je l'ai développé. Je pense que vous l'avez en même temps évoqué, hein, ces problématiques que vous avez évoquées. C'est des problématiques qui sont extrêmement importantes et sur lesquelles aujourd'hui nous essayons, n'est-ce pas, de nous appesantir. Donc voilà, c'est très bien. Hein. Je pense qu'il y a Wolfgang. Allô, Wolfgang, vous avez la parole. Je pense qu'il y a un de mes étudiants donc, qui voulait parler. Voilà, allez-y, Wolf. Comme ça, on va aller. Oui. Bonjour à tous. Je tenais déjà à remercier pour ce webinaire qui est très intéressant. Et merci à l'intervention du docteur. Je vois qu'il y a des points également que je voulais soulever, que le docteur a déjà soulevé. Moi, je vais plus mettre l'emphase sur la stabilité politique. Parce que lorsqu'on étudie, vous avez parlé tout à l'heure de la colonisation. Parce que lorsqu'on regarde des pays comme la Corée du Sud qui sortent de la guerre dans les années 1950 à 1953, ce sont des pays également détruits. Je peux faire le comparatif avec le Ghana également, qui prend son indépendance en 1960, qui est même l'un des premiers pays à prendre cette indépendance-là. Nous nous rendons compte en fait qu'ils avaient, on peut dire quoi, des mêmes potentiels économiques. Mais ce qui fait la différence pour moi, c'est que au niveau de l'Afrique, il y a eu des coups d'État, surtout à cette période avec Kwame Nkrumah, il y avait des projets, mais il y a eu des coups d'État qui ont interrompu en fait ce processus d'industrialisation-là. Par exemple, et la deuxième chose que je note, c'est qu'à notre niveau en Afrique, nous n'avons pas de plans cohérents sur plusieurs décennies. Lorsque, par exemple, quelqu'un vient au pouvoir, il a un plan sur, par exemple, 10 ans. Lorsqu'un autre vient, il change ce plan-là. Et donc, ça perturbe un peu le processus d'industrialisation. Également, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Asiatiques-là? Ils ont investi massivement dans les infrastructures et au niveau de l'éducation. Investissement massif dans la main-d'œuvre qualifiée. Et ça se montre aujourd'hui. Nous exportons uniquement les matières premières, mais eux, ils exportent quoi? Ils ont vraiment une exportation manufacturière assez élevée. Et aujourd'hui, on peut faire le comparatif entre le PIB par habitant, par exemple, du Ghana, qui est à environ 2300 dollars, et celui de la Corée du Sud, qui est à 31 000 dollars. Donc, vraiment, moi, je vois qu'il y a cette instabilité politique-là, déjà qu'il faut vraiment résoudre. Et deuxièmement, il faut vraiment un plan de continuité. Par exemple, la Chine a des plans sur 50 ans. Peu importe qui vient au pouvoir, il suit ce plan. Mais nous, lorsque quelqu'un vient, même si les idées qu'il avait bonnes, lorsque le successeur vient pour lui, il faut tout recommencer. Donc, je pense qu'il y a aussi ce point-là. Donc, je ne sais pas quelle est votre position par rapport à cela, docteur. C'était un peu ça la question. Non, bien sûr, vous avez raison. C'est le plan de développement économique pendant une longue période. Et c'est vrai que nous sommes victimes en Afrique, n'est-ce pas, de l'instabilité politique. L'instabilité politique, ce n'est pas forcément le coup d'État. L'instabilité des politiques publiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois quand il y a un changement de gouvernement, même si c'est démocratique, on assiste à un changement de plan de développement économique. Et ça, nous sommes en éternel recommencement. Ça constitue un goulot d'étranglement, n'est-ce pas, pour nos économies. À titre d'exemple, pendant 12 ans, pendant 12 ans justement, on nous a inventé ce qu'on appelle le plan, en fait, avant le plan 50, le plan NEPAD, le NEPAD. Avec de 2003, parce qu'avant c'était le plan Oméga, auquel nous avons vraiment participé dans les réflexions. Il y a maintenant
jusqu'en 2012. En 2012, on a eu ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent jusqu'en 2023, 24. Après de 2024, nous avons ce qu'on appelle l'agenda national de transformation du Sénégal. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, nous avons un nouveau plan de développement économique. Donc, je l'ai proposé à plusieurs reprises. J'ai dit, il faudrait qu'on s'assied maintenant de faire un plan de développement sur 50 ans. Vous n'avez pas tort. Et puis maintenant, qui nous permet, n'est-ce pas, de voir un peu, de stabiliser effectivement pour tout ce qui est question, n'est-ce pas, de plan de développement économique et social. Donc, je pense qu'il y a Momodou Dieng qui a levé la main. On va lui laisser la parole. Oui. Mohamed Dieng, vas-y. Oui, bonjour, merci professeur pour la présentation. J'espère que vous m'entendez. Moi, j'avais trois préoccupations. D'abord, au niveau de la désindustrialisation dont on a parlé tout à l'heure. Oui. Vous disiez que c'est une problématique qui nous concerne moins. Bon, ça nous concerne maintenant. Bon, j'ai vu tout à l'heure, en fait, quand je voulais dire, il faut que ça soit clair. Ce n'est pas parce que ça ne nous concerne pas. Ça nous concerne. Mon collègue Cyril l'a dit tout à l'heure. Vous avez vu maintenant, au niveau de l'usine, par exemple, de production de travail, par exemple. Et puis aussi, il ne faudrait pas oublier un aspect qui est important. Quand je dis maintenant, à l'état actuel, c'est une problématique qui a été développée dans les économies fortes industrialisées. Maintenant, aujourd'hui, ça nous concerne. Hein. Il faut maintenant reconnaître que ça nous concerne maintenant parce qu'il y a aussi, le Sénégal avait bénéficié maintenant d'institutions industrielles tellement bien faites, mais après les indépendances, c'est parti dans l'eau. OK, maintenant, allez-y. Donc, je vais vous rassurer que ça nous concerne, mais indirectement. Alors, oui. Oui, c'est ce que j'ai ajouté d'ailleurs, en disant qu'en suivant l'argument de Dr Sall, on dit que on sait que pris dans une autre perspective, on peut dire que ça nous concerne aussi. Et moi, la question que j'aimerais poser, c'est au niveau du transfert des technologies. C'est-à-dire que avant, le transfert. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas assister à un chemin inverse? C'est-à-dire qu'avant, le transfert de technologies se faisait des pays du Nord vers les autres pays comme la Chine. Mais aujourd'hui, avec cette réalité actuelle, à travers la délocalisation dans des pays comme la Chine, est-ce qu'on ne va pas assister à un chemin inverse qui fera que le transfert de technologie se fera maintenant? J'ai déjà entendu cet argument quelque part, c'est pourquoi je vous l'expose ici pour avoir votre point de vue. Est-ce que le transfert de technologie ne va pas suivre aujourd'hui un chemin inverse partant des pays où les grandes industries se sont délocalisées, notamment la Chine, vers les autres pays? Mon autre préoccupation concerne le projet ZLECAf. Vous l'avez présenté comme un point d'avancement, notamment pour répondre au manque, au déficit infrastructurel. Mais moi, ma question est de savoir, est-ce que ce projet-là n'est pas prématuré, notamment lorsque nous savons que nous avons dans nos différents pays des niveaux d'industrialisation, comme vous l'avez si bien montré, pas très avancés. Donc, est-ce que nous avons grand-chose à échanger entre nous? On a beau pouvoir créer des infrastructures d'intégration qui permettent, comme on le dit, la libre circulation des marchandises, etc. Mais si nous avons essentiellement que des matières premières que nous exportons, est-ce que ce projet-là est venu à son heure? Vous l'avez dit à travers une expression que j'ai aimée. Vous avez dit qu'on consomme ce qu'on ne produit pas et on produit ce qu'on ne consomme pas. Et donc, est-ce que ce projet-là n'est pas prématuré? Et ma dernière préoccupation, j'ai pas trop ressenti la question du financement, parce que tout ça, moi, bon, vous pourrez me corriger, hein, mais je crois que tout ça, le nerf, c'est la question du financement. Quand on parle d'industrialisation, les points qu'on met beaucoup en avance, c'est le point sur la main-d'œuvre, on en a parlé tout à l'heure, la formation d'une main-d'œuvre qualifiée, mais également la question de l'énergie. Je crois que le Sénégal, d'ailleurs, a fait des efforts, notamment sur la formation de main-d'œuvre qualifiée, à travers la création de certaines lycées techniques, des ISEP également, mais également sur l'énergie. Je crois que vous en avez parlé avec la découverte des nouvelles des hydrocarbures. Je crois que l'orientation de l'État, c'était en tout cas, l'énergie produite après l'exploitation du gaz, en tout cas, de favoriser une autonomie endogène locale qui sera destinée à renforcer l'autonomie énergétique pour accompagner notre politique industrielle. Mais la question du financement, est-ce que ce n'est pas ça le nerf du problème? Lorsqu'on sait qu'aujourd'hui,
avec toutes les questions que tout le monde connaît sur la question de la dette, etc., notre financement est très dépendant du financement extérieur. Donc, est-ce que ces pays-là, les pays développés, est-ce qu'ils sont très ouverts à nous financer pour que nous puissions les rattraper? Personne n'est naïf ici pour croire que ces gens-là vont être ouverts à nous financer pour qu'on les rattrape ou pour qu'on devienne leur potentiel concurrent. Donc, est-il possible de créer, de favoriser, bon, c'est un débat très actuel, hein, de favoriser un financement endogène? On sait que l'industrialisation demande des financements vraiment très, très conséquents. Est-il possible d'envisager des voies de possibilités, de solutions pour favoriser un financement endogène assez robuste? Et quand je parle de financement endogène, je n'entends pas seulement le niveau national. J'entends aussi le niveau continental à travers les espaces d'intégration que nous avons, à travers la CEDEAO ou bien les plus grands ensembles. Donc, c'était les trois préoccupations que j'avais, et je vous renouvelle mes félicitations pour cette présentation. Merci beaucoup. Donc, je vais donner la parole très rapidement à Michel Diatta, et puis maintenant, après, je vais répondre parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je dois peut-être... Oui, allez-y, Michel Diatta, vous avez la parole. Bon, Michel n'a pas parlé, en fait. Ok, il avait levé la main. D'accord. Maintenant, pour aller vite, hein, vous avez raison. Je commence par rapport à la mission de Mohamed Guin. Ce que vous avez dit, pour la question du financement, j'allais parler en filigrane. Vous savez, le problème que nous avons, et ça, c'est des débats traditionnels. Le FMI, la Banque mondiale, les institutions de microfinance, toutes les institutions que vous pouvez imaginer à travers le monde ne vont pas financer nos programmes de développement à notre place. Nous, ce que nous faisons, c'est pourquoi dans mes recommandations, j'ai parlé de ce que nous pouvons, sur les questions sur lesquelles nous pouvons agir, interagir effectivement, sur lesquelles nous avons une emprise. Maintenant, la question du financement, n'est-ce pas, que vous avez soulevée, c'est une question préoccupante. Maintenant, c'est pourquoi je suis certain que ce qu'on appelle le développement endogène, c'est-à-dire qu'on parle, n'est-ce pas, en économie, ce qu'on appelle la croissance endogène. Le développement endogène, c'est-à-dire qu'à partir des mécanismes internes, si nous les développons, on pourra aller vers le processus d'industrialisation. Vous avez parlé tout à l'heure d'un cas, peut-être que je ne sais pas si vous n'avez pas compris. La GILECAP, maintenant, justement, est une des solutions. Ça veut dire que c'est un espace économique où on va réduire effectivement ce qu'on appelle réduire les frontières entre les États, permettre effectivement qu'un investissement qui est fait peut-être dans n'importe quel pays africain puisse se faire un peu partout sans qu'il y ait obstacle tarifaire ni non tarifaire. Donc, du coup, ça donne une possibilité justement à des États, par exemple, qui ont un niveau d'industrialisation poussé, de les permettre, n'est-ce pas, d'aller... Je donne un exemple. Aujourd'hui, cette idée-là a été développée pendant très longtemps, même par chez Anta Diop. Ce qu'on appelle l'Afrique, n'est-ce pas, en essayant de spécialiser le processus d'industrialisation de l'Afrique en des pôles. Il y a des pays qui ont pris des avancées par rapport à leur niveau de production. Par exemple, je parle du Nigeria, je parle de la Côte d'Ivoire, qui ont un peu un niveau donc développé. Il y a d'autres pays, par exemple, qui ont des matières premières. Au lieu de prendre les matières premières, les exporter vers, par exemple, d'autres pays, par exemple, trop loin en Europe, je ne vais pas citer des pays fondamentalement. Si on les faisait, par exemple, une production, par exemple, je ne sais pas moi, de coton, par exemple, du Burkina, on l'exportait, par exemple, en Côte d'Ivoire. Et que les Ivoiriens, n'est-ce pas, justement, les transformaient là-bas. Donc, ça crée de l'emploi parce que la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est des pays frontaliers. On installe, par exemple, l'usine de transformation en Côte d'Ivoire, mais peut-être à la frontière. Donc, ça peut permettre, n'est-ce pas, de créer de l'emploi en Côte d'Ivoire et ça crée effectivement de l'emploi peut-être au Burkina. Donc, les pays sont frontaliers, ça leur permet, n'est-ce pas, de porter, n'est-ce pas, le fruit. Donc, la GILECAP vient comme étant une des solutions par rapport aux problématiques, n'est-ce pas, de financement. Si vous voyez que tous les plans de développement qui ont été initiés depuis les années 60 jusqu'à maintenant n'ont pas abouti, la question principale sur le financement. Maintenant, comment c'est une préoccupation, je n'ai pas voulu en parler beaucoup, mais j'ai dit ce que nous devons faire en interne, c'est de poser d'abord, avoir les bases solides, et puis maintenant, le processus de développement économique peut se mettre en place. Maintenant, je pense que dans le dialogue, il y a un de vos camarades qui a parlé de la part de l'industrie dans le PIB mondial. Si vous regardez, rien que l'économie mondiale, ça ne dépasse même pas 3%. Je vous ai dit, pourquoi je vous ai parlé du potentiel de l'Afrique et je vous ai dit maintenant dans le PIB mondial, toute l'Afrique réunie, ça ne dépasse pas 3% dans le PIB mondial. C'est insignifiant. Donc, c'est pourquoi il faut qu'on change de paradigme. Il faut qu'on change le modèle de gestion. Il faut qu'on change le modèle d'action, n'est-ce pas, de l'activité économique. C'est Mbaye Niang, je crois, qui a posé cette question.
Donc, l'industrie africaine ne représente même pas 3%, n'est-ce pas, du commerce, du PIB mondial. Parce que nous, on a une industrie faible. Donc, tout ce que l'on fait, c'est des produits pratiquement finis. C'est les matières premières qu'on exporte. Donc, nos industries sont relativement très faibles. Voilà. Donc, Mboup, s'il n'y a pas d'autres questions, bon, peut-être. Merci, voilà, merci, professeur. Peut-être une question que Mbaye Nying a posée. Il dit que sans résolution des conflits armés et de l'instabilité politique en Afrique, est-ce que l'industrialisation était réaliste? Non, je vous ai dit, la première chose, j'ai commencé par ça. Quand vous regardez les recommandations, je dis, il faut la stabilité politique. J'ai commencé par ça, d'ailleurs, en vous présentant le développement, quand je parlais de recommandations. Ça, mais en fait, on n'a pas confiance en nous. En fait, c'est ça que je vous dis. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle en économie les IDE, les investissements directs étrangers. Pour que ça puisse se mettre en place, c'est commencer par la stabilité politique et sociale. Une vision, c'est comme la disponibilité, un climat des affaires attractif. Vous avez compris maintenant, c'est dit. Donc, ça veut dire que sans disponibilité, sans ça, personne n'aura confiance en nous. Personne ne peut mettre un franc. Vous, camarades qui en parlent de financement, on ne peut pas mettre un franc dans une économie où personne n'a confiance. C'est impossible. C'est impossible. C'est la base. Aujourd'hui, le plus grand adversaire de Donald Trump, aujourd'hui, c'est qui? C'est les Chinois. Mais la dette américaine est détenue en grande partie par les Chinois. C'est la confiance. La confiance constitue un élément important dans l'économie. C'est bon? Oui, c'est bon. En tout cas, merci. Bon. Monsieur Michel Diatta, il avait levé la main. Je ne sais pas, est-ce qu'il est... Voilà. Oui, professeur Oui, merci beaucoup. Oui, désolé, professeur, j'ai un problème technique avec mon ordinateur. Oui. OK, donc merci beaucoup, professeur, pour votre brillante conférence. C'était vraiment, c'est un plaisir de vous écouter. Alors, pour rappel, professeur Keita, il fut mon professeur à l'INSEP, aussi pour formation pour psychologue conseiller. Alors, moi, c'est Michel Diatta, sociologue et psychologue conseiller. Alors, professeur, vous avez parlé du concept de désindustrialisation et c'est revenu plusieurs fois parmi les intervenants. Alors, est-ce que l'Afrique en général ou le Sénégal en particulier constitue une cible d'implantation d'industrie dans cette dynamique? Sinon, quelles sont les raisons ou blocages? Et parce que vous l'avez bien dit, l'Afrique regorge d'énormes potentialités ou de ressources naturelles, mais est-ce qu'elle dispose justement d'une main-d'œuvre de qualité ou attrayante en termes de compétences techniques, notamment pour attirer des entreprises qui veulent faire du nomadisme? Et l'autre aspect, c'est le discours colonialiste. Alors, parler de colonialisme dans le manque d'industrialisation de l'Afrique, son retard dans le processus d'industrialisation, est-ce qu'on n'est pas dans la victimisation? Voilà. Est-ce que de nos jours, l'empreinte du colonialisme constitue réellement une contrainte majeure dans le retard de l'Afrique ou qu'est-ce qui empêche véritablement l'Afrique d'opérer une telle rupture? Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, Diatta, en tout cas, pour ces remarques. Je vous comprends. Je commence par ça. Pour qu'on transforme nos économies, nos territoires en espace, en nomadisme industriel, il faut des préalables. Il y a ce que j'appelle l'avantage comparatif et l'avantage compétitif. L'avantage comparatif, il faut que la main-d'œuvre coûte moins cher, il faut que la main-d'œuvre soit compétitive. Suivez mon regard, est-ce que ça c'est possible dans nos pays? Deuxièmement, également, il faut qu'on ait un système fiscal attractif. C'est extrêmement important. Il faut qu'on donne la possibilité justement aux entreprises étrangères qui vont s'installer d'avoir la possibilité d'avoir des choses à moindre coût. Ça, c'est important. Maintenant, l'autre aspect sur lequel vous êtes revenu là-dessus, c'est vrai. Lorsqu'on parle de colonialisme, c'est-à-dire, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pour dire que c'est le système colonial qui a bousillé toute la trajectoire industrielle de nos économies. C'est-à-dire, c'est pas ce qui explique aujourd'hui, mais c'est l'objectif, parce qu'aujourd'hui, ça nous a détourné, n'est-ce pas, de notre système productif. Si tu regardes le système agricole, ça a bousillé, le système industriel, ça a bousillé. Donc, maintenant, après les indépendances, nos États n'ont pas su se départir, n'est-ce pas, du système colonial qui a été mis en place. Vous savez, par exemple, je parle de l'exemple du Sénégal. Quand est-ce qu'on a fait ce qu'on appelle, on est sorti de la monoculture arachidienne? C'est dans les années 2000, 1960 à 2000. Pourquoi? Parce que le modèle économique qui était là, c'était un modèle qui a été érigé, n'est-ce pas, depuis la période coloniale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne faut pas produire quelque chose qui va te coûter cher.
Comme on était dans la production de l'arachide et que l'arachide nous coûtait moins cher, il faut qu'on continue à produire de l'arachide. Les recettes de l'arachide, nous allons les prendre pour aller acheter ce qu'on appelle du riz. On allait prendre ça pour aller acheter les produits industriels dont on avait besoin. C'est ce modèle économique qui nous a été conçu. C'est de ça dont je parle. C'est de ça que j'accuse. Vous avez compris maintenant? Maintenant, c'est de ce modèle-là, une fois l'indépendance acquise, on n'a pas voulu changer la trajectoire de développement économique de nos pays. C'est ça. Merci beaucoup, professeur. Je pense que nous arrivons au terme à ce webinaire. Avant la clôture de ce webinaire, quel doit être votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de penser qu'aujourd'hui, j'ai confiance à l'avenir de l'Afrique. Je confiance aujourd'hui qu'aujourd'hui, les jeunes que vous êtes et que nous autres, effectivement, enseignants ou chercheurs, nous allons continuer à creuser davantage pour trouver effectivement les meilleures solutions possibles, n'est-ce pas, dans l'exemple que vous avez trouvé. C'est important, l'industrialisation, n'est-ce pas, du continent africain. Je pense qu'aujourd'hui, c'est de bonne guerre que nous continuons à creuser et surtout les failles, mais aussi trouver les modalités, n'est-ce pas, de financement de nos économies et puis aussi d'organisation, n'est-ce pas, de nos États. En tout cas, merci encore une fois. Merci beaucoup, professeur. Je tiens aussi au nom du laboratoire LASPAD de vous adresser nos sincères remerciements pour la qualité de votre intervention et aussi la pertinence de vos analyses et la disponibilité lors de nos échanges avant la fixation de la date de ce webinaire. Je remercie également l'ensemble des participants pour leur présence active et la qualité de leurs questions et leurs contributions. Donc, je vous invite à nous suivre davantage pour les prochaines séances. Je pense que ce webinaire a été le premier qui constitue un cycle de webinaires parmi les 10 webinaires que nous allons animer tout au long de ce cycle. Encore une fois, merci beaucoup. Merci de votre participation. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à tous. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur.